Produit avec le soutien de la MDJS. Salut les amis, c'est Radio Ma'alif qui est encore là pour vous, à la poursuite de nos icônes. Et aujourd'hui, on est très très heureux de vous présenter Mouna. Salut Mouna. Hello. Voilà, mais je suis désolé, tu ne m'en voudras pas de saluer le grand retour de l'homme que l'on ne présente plus, qui était terré chez lui pendant 2 ans à cause du Covid, qu'il n'a pas eu, alhamdoulilah. Voilà, Amin Rahmouni. Bonjour Reda, salut Mouna, salut Hamza, sans qui tout ça ne pourrait se faire. Exactement. C'est un vrai plaisir de vous retrouver, effectivement. Ah, oui. Ben, nous aussi, on est très contents de te voir. Comment ça va? Ouais, bon, relativement bien. Je pense que je vais aussi bien qu'on puisse aller en ces moments troubles. Soit très très bien. Voilà, donc soit très très bien. Et comme dirait un voisin à moi, à part ce qui ne va pas, tout va bien. Très bien. Alhamdoulilah. Eh ben écoute, tu as un gros morceau aujourd'hui. Personnage extraordinaire du football marocain, qui n'est pas marocain d'ailleurs. Exactement, je crois que c'est ce qui fera la particularité en fait de cet épisode-là, parce que j'aimerais vous parler de Moussa Ndao. Je voudrais juste apporter une précision. Pour tout ce qui va surgir comme débat, une icône marocaine n'est pas forcément marocaine, c'est une icône au Maroc. Ouais. Voilà. Donc, d'ailleurs, il me semble que c'est déjà arrivé. Il me semble qu'on... Oui, c'est déjà arrivé dans le Maroc colonial. C'est jamais arrivé de façon aussi nette que Moussa Ndao, qui est clairement sénégalais, qui arrive au Maroc à l'âge d'un jeune adulte. C'est arrivé dans des personnages comme qui ont posé la question de la nationalité sous le protectorat, comme Marcel Cerdan, etc. Qu'on a vu trancher en disant que c'était un Casablancais. Ou Juste Fontaine, d'ailleurs, on aurait pu faire Juste Fontaine. Voilà, Mrakchi. Mais c'était le Maroc colonial. Donc il y avait. Mais là, on est carrément chez quelqu'un qui arrive et fait et s'impose dans le foot marocain, même dans la société marocaine, comme une icône, alors que, justement, il est sénégalais. Sachant qu'il y a des icônes étrangères qui sont par la suite devenues marocaines. Donc, essentiellement des entraîneurs de foot, Mehdi Farid, Allah yarhamou. Oui. Et Henri Michel aussi. Marocain. Je ne sais pas si Henri Michel est devenu techniquement. Finalement, je crois qu'apparemment, Henri Michel. Là, on parle d'administration. Effectivement. Mais dans le cœur des gens. Dans le cœur des gens, effectivement. le plus marocain des non-marocains, ça reste Moussa Ndao. Et d'ailleurs, j'aimerais un peu m'excuser pour le parti pris que je vais prendre et certainement la mauvaise foi dont je vais faire preuve, parce que Moussa Ndao a tu n'as pas évolué. Le faire, tu ne l'as jamais fait, tu l'as toujours exercé la mauvaise foi sans jamais que ça te pose mais plus maintenant encore, parce que Moussa Ndao est un joueur donc sénégalais qui a fait sa carrière marocaine dans un seul club, qui est donc le Wydad de Casablanca, dont je suis admiratif depuis de fort longues années. Et c'est toujours un plaisir de déformer l'histoire, de faire un peu du chrony face à mon ami Reda El Rajaoui, notoirement connu. Qui lui tend le micro. Qui lui tend le micro, voilà. On aura tout vu. Non. Comme quoi on appréciera le fair play. Donc Moussa Ndao, en fait, c'est un monsieur qui est né donc au Sénégal, même s'il a fait l'essentiel de sa vie au Maroc, en juillet 68 à Dakar. Et possiblement. J'y venais, justement. Donc c'est la date officiellement retenue. Donc même lui, d'ailleurs, quand je l'ai au téléphone il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé très précisément quel est ton âge. Il me dit je suis né, il a réfléchi un petit peu. Voilà. Non, il a dit je suis né, il a réfléchi. 68, donc voilà, j'arrive au Maroc en 88, il a 20 ans. Et auparavant, donc ces classes footballistiques, il les fait à Dakar, dans le principal club du pays, qui est donc l'ASC Jeanne d'Arc, où il brille très vite. Donc quand il est chez l'élite, je crois qu'il fait 69 matchs, il met 60 buts, ce qui est en termes de ratio quelque chose d'exceptionnel. Il est très vite repéré par le Wydad qui ne le signe pas. Et c'est là en fait, cette non-signature va catalyser pas mal de choses intéressantes, qui l'amène donc en stage de pré-embauche, en test, quelque chose qui se faisait beaucoup avant. Maintenant, avec l'avènement des DVD, pour de la son vidéo. Statut d'étranger ou dans l'absolu? C'est qu'en fait, quand il vient pas seul. C'est qu'à l'époque, quand Moussa vient au Wydad, il n'est pas la star sénégalaise qu'on attendait. Il vient avec un joueur qui a très peu brillé par la suite, qui s'appelait Ibrahima. Un ailier gauche, qui a été beaucoup blessé effectivement, et qui était, selon l'avis de Moussa, beaucoup plus talentueux que Moussa. Est-ce que je peux m'insérer dans ton récit? Très largement, tu es chez toi. Tant que vous ne demandez pas de faire l'arbitre. Non, parce que j'ai une autre option, c'est d'attendre que tu partes et de dire ce que je veux et que Hamza l'insère. Mais je préfère te le dire en face. Mon ami, il y a une autre version de l'arrivée de... Parce que là, on est à Moussa au WAC. On est pas encore véritablement au WAC. Là, il est en test au WAC. On est en septembre 89. Alors moi, la version que j'ai, qui m'a aussi raconté, donc va savoir... On est dans la mythologie, là, Mouna. C'est que Moussa, en fait 3 mois en France, dans un club de 2e division qui s'appelle Le Touquet. Et au bout de ces 3 mois, il a un gros problème administratif, qui ne veut pas
développer, lui, donc je ne le ferai pas. Par contre, il arrive donc au Maroc venant de France, de ces quelques mois de deuxième division. Il n'arrive pas au Maroc venant du Sénégal Jeanne d'Arc. Il arrive venant du Touquet et justement, donc, il arrive au WAC comme un joueur sous test. Et il y a ce fameux match du WAC contre Marseille. Exactement. Donc c'est le match où il brille, où il met 3 buts, dont un refusé injustement. Il le clame encore haut et fort 30 ans plus tard. Et Amin Rahmouni le clame aussi haut et fort. J'étais relativement jeune à l'époque, mais j'ai plus de facilité à croire. Tous les buts refusés du WAC. Voilà, j'ai plus de facilité à croire Moussa Ndaw qu'elle l'a dit sur ce coup-là. Donc. Ni toi ni moi ne l'avons vu. Voilà, exactement. Non, alors ce match-là, oui, j'y étais. Voilà, ce match-là, j'y étais, mais j'ai pas souvenir en fait. J'ai pas souvenir. Je me rappelle très bien j'avais 16 ans, donc j'étais au stade, mais j'ai pas souvenir de ce 3e but refusé, ni même des 2 autres d'ailleurs. Mais Moussa, il fait ce match sans contrat, quoi. Effectivement, il n'a pas de contrat, il n'est pas signé, et ça va catalyser plusieurs choses parce que, en fait, au soir de ce match où il brille particulièrement, donc l'ancien président de Marseille, donc le regretté, on va dire, parce que c'était un personnage truculent aussi, Bernard Tapie, fait tout pour le choper. Et il va jusqu'à proposer 5 millions de francs, ce qui est une somme faramineuse pour l'époque, à Mkouar, l'ancien président du Wydad, tout en sachant pas que Moussa n'avait pas encore signé au Wydad. Oui, ce qui va sauver en fait le Wydad. Parce que Bernard Tapie, en creusant un petit peu, aurait pu aller directement négocier. Avec lui directement, sans passer par le club. Avec l'agent et surtout avec le club sénégalais Jeanne d'Arc. Parce qu'il y a toujours ce contrat avec Jeanne d'Arc. Justement, alors là, petit bémol encore une fois, parce qu'il y a 2 façons de voir les choses. Alors parce que Moussa, il raconte. Alors Moussa, c'est un personnage, il va te faire plaisir. Hein. Si tu me poses un micro pour un podcast, tu vas en avoir pour 3 heures d'anecdotes et de mythologie aussi, il faut le dire. Il y a cette fameuse soirée à Casa où après avoir marqué 3 buts, Bernard Tapie cherche Moussa Ndaw pour son hôtel, voilà. Les dirigeants du WAC à l'époque, tu les connais mieux que moi, mais qui cachent Moussa Ndaw parce que Moussa Ndaw n'a pas de contrat. Mais tu as donc la première analyse qui consiste à dire Bernard Tapie, s'il avait su qu'il n'avait pas de contrat, il aurait suffi de le prendre directement. Voilà. Mais tu as une autre façon de le dire qui est qu'en fait Moussa Ndaw ne pouvait pas jouer en France parce qu'il était au Touquet juste avant. Voilà. Donc prends-le comme tu veux, mais ça va poser les départs d'une. Mais je pense que le Touquet, il devait être en test seulement parce que le Touquet, il avait. Tu vas le trouver dans. Enfin, je sais pas. Non, parce qu'après, Moussa Ndaw est acheté, parce qu'il va y avoir un épisode par la suite, parce que Moussa Ndaw va être courtisé aussi par d'autres clubs casablancais, on y arrivera. Et c'est les gens du WAC qui se déplacent à Jeanne d'Arc, au Sénégal, pour signer directement avec le club de Jeanne d'Arc. Donc la licence devait être toujours au Sénégal. Ouais, donc en fait, il fait ce match-là, et donc il met 3 buts, donc fatalement, Bernard Tapie dit, bon, c'est lui que je veux, je mets tant d'argent, et effectivement, les dirigeants le cachent dans un club, mais ça se sait chez les supporters, qui, mythe ou réalité, vont apparemment faire une sorte de scandale et de chantage au club 2 jours durant, disant que si ce joueur-là quitte le Wydad, et là effectivement c'est de la parole du fils même de Mkouar, le président Reda, ça va mal se terminer pour vous. C'est ce joueur-là qu'on doit signer. Donc le WAC rejette l'offre de Moussa, mais ne le signe pas pour autant. C'est-à-dire qu'il reste encore au club, il reste toujours en test, il ne peut pas participer, parce que la Botola, déjà, à l'époque, le championnat avait déjà commencé, on était au mois de novembre-décembre. Donc, il ne peut toujours pas jouer avec l'équipe du WAC le début de saison, parce qu'il ne peut toujours pas signer officiellement. Et c'est là, en fait, c'est à partir du moment où, à l'époque, Jamiat El Halib, donc, en français, ça donne la centrale laitière, en fait. La centrale laitière qui avait une équipe de foot en première division. Et le Raja entre dans le jeu. C'est là, en fait, ça met la pression sur le président. Et c'est là, en fait, où Moussa repart au Sénégal avec Maté Warit, qui est une sorte de directeur administratif de l'époque, et avec la mission d'aller ramener la licence de Moussa de Jeanne d'Arc et de le ramener pour le signer au Maroc. Donc, tout ça se fait vers le mois de décembre. Donc, en fait, Moussa rate véritablement 3-4 bons mois de la saison. Et il attaque véritablement à partir de janvier 90, de la saison avec le Wydad. Et c'est là en fait au début une aventure formidable où il arrache tout quoi en fait en termes de titres. Il gagne véritablement tout. C'est-à-dire que voilà Moussa on retient beaucoup ses buts, notamment dans le derby. Je crois qu'il a marqué, il a une particularité d'avoir marqué à tous les derbys. Oui, j'imagine bien. À tous les derbys contre le Raja. Même dans un derby, je me rappelle où il était blessé, où il rentre tard de sa sélection, où il était blessé. Le Wydad perd 1-0 à la mi-temps. On le force à s'habiller. En fait, le public le réclame tellement. Et j'étais au terrain ce jour-là. On le force à s'habiller. Il rentre. Et je crois qu'il met le but contre Alain Guamene, il me semble, qui était au Raja à l'époque. Je crois que ça finit par 1-1. Mais en tout cas, il met ce but-là qui sauve un peu le club. Et surtout, pendant 2-3 ans, il ne reste pas longtemps. Il reste 4 ans. Ce qui, dans une carrière, n'est pas extraordinaire. Mais bon, 4 ans dans ce club où il remporte 3 championnats, une Coupe du Trône, une Champions League arabe, une Super Coupe arabe, une Ligue des champions africaine, une coupe afro-asiatique et une super coupe de la CAF. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être gagné en ce temps-là a été raflé par
pas grâce à lui, mais il faut dire aussi qu'il tombe, il a la chance aussi, avec cet alignement des astres, de tomber à une époque où le WAC avait certainement sa plus belle équipe de l'histoire. Encore aujourd'hui, on estime qu'en termes de jeu, les titres bien entendu, mais en termes de ce qui était produit, en termes d'internationaux, c'est la meilleure équipe de l'histoire. Fais-toi plaisir, lâche-nous les noms là. Il y avait tout le monde. Je peux mettre les lacets, te les lâcher par poste. Abarmé vient par la suite. Il y avait Ezmi au cage, il y avait Mustafa, Nibt Fadel. L'axe central, à gauche Rachid Daoudi qui était même pas il est gauche, au milieu d'un trio incroyable, donc Vassili Larhamou qui était un Ukrainien, le premier et seul Ukrainien en comptant Ivan, le gardien de Jdida. Donc à l'époque de la Russie aussi qui était voilà, donc qui a joué au Maroc, Ben Abisha Mjid, donc c'est un trio de fous, et devant il y avait Khardin, Moussa et Nader. Parfois Ibrahima, donc en fait, mais c'était une équipe incroyable. Et en fait, il est tellement bon qu'à certains moments, il allait même défier ce que les Tunisiens ont réussi à faire avant nous, celui d'être naturalisé marocain pour jouer avec l'équipe nationale du Maroc. C'est la Coupe du Monde 94. Voilà, donc on est en 92, effectivement, on est vers 92, et à l'époque, effectivement, à part le Récit, qui était une sorte de faux avant-centre, plutôt ailier, on va dire. Ah, le Récit, c'est un vrai avant-centre, dis pas ça. On va dire que, voilà, à l'époque, on estimait que c'était pas l'avant-centre qu'il nous fallait, donc on n'avait pas effectivement d'avant-centre qui brillait. Non, mais c'était aussi au nom de... Il y a une certaine logique, parce que on est quand même dans une logique de bonhomme qui connaît... C'est-à-dire que si on met Moussa Ndao devant une ossature du WAC, ça a du sens. Mais ce qui est drôle, c'est la façon dont ça lui a été présenté. Il a été convoqué par Hajm Diori, qui était... président du KCM à l'époque. Voilà. Il est convoqué à Skheret. Et il ne sait pas le sujet de la convocation. Okay. Il arrive là-bas, il ne sait pas très bien ce qui se passe. Et le bonhomme lui balance comme ça de but en blanc, est-ce que tu veux jouer pour le Maroc? Mais ce qu'il y a de plus cocasse, c'est la raison pour laquelle Moussa va accepter. Il n'accepte pas pour des raisons sportives, il accepte pour des raisons humaines. Il te dit, moi, aujourd'hui, honnêtement, que je joue pour le Sénégal. Non, du tout. Il te dit, moi, que je joue pour le Sénégal ou pour le Maroc, pour moi, ça revenait au même du moment que je jouais. Par contre, ce qui l'emmerdait, c'est que à chaque rassemblement de l'équipe nationale, tous ses copains partaient en équipe nationale. Il restait seul. Il restait qu'avec les espoirs. Et lui, ça l'embêtait parce qu'en fait, c'était un garçon qui s'était parfaitement intégré à son équipe, à son quartier. Là où il vivait à Bourgogne à l'époque, où il vit toujours d'ailleurs, où il vit toujours, Ndina Kdima, donc en fait ça l'embêtait parce qu'il partait pas en sélection à l'époque, il n'était pas encore sélectionné par le Sénégal, et tous ses potes, donc Nib Daoudi, Mjid Bouiboud, il y avait 4-5 joueurs, Abrami par la suite quand il est arrivé, qui partaient, donc lui était obligé de faire ses séances d'entraînement pendant une semaine, 10 jours, avec les espoirs. Ezmi aussi gardien. Alors, il donne son OK et ils attendent comme ça quelques heures la réponse de la CAF qui est négative parce qu'il a joué, c'est ça, il a joué chez les jeunes Sénégalais. Exactement, il donne son OK. Ils font une lettre qui va en Égypte, donc le siège de la CAF à l'époque. Enfin, une lettre ou un fax. Il ne sait pas très bien, un fax ou un bureau fax, enfin quelque chose qui n'existe plus, qui part en Égypte, parce que ça doit partir et revenir très vite. Et en fait, la nouvelle tombe, en fait, il n'a pas le droit de jouer avec l'équipe nationale parce qu'il a joué 45 minutes dans la section des jeunes sénégalais. Ça s'est joué vraiment à très très peu de choses. On a raté un buteur d'exception qui nous aurait fait gagner la Coupe du Monde 94. Au moins aller au second tour. Quel magnifique. Exactement. Sur quelque chose d'aussi bête qu'un détail de 45 minutes. Et sachant que la loi par la suite a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de joueurs, une petite digression, Reda le sait, ils les aiment beaucoup, de joueurs marocains, ou d'origine marocaine, qui ont joué avec des sélections et qui par la suite, quand ils font qu'un seul match, donc Mounir Haddadi, non, c'est pas une question de nombre de matchs, c'est une question de... Enfin, c'est plus complexe que ça, mais on va pas rentrer là-dedans. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que aussi le Hajm Diori dans la foulée, il a quand même proposé de jouer au Kaukab. Oui, minimum. Tant qu'à faire. Bah oui, le gars, il plantait but sur but. Et Moussa, comme je disais, est un joueur sénégalais au Maroc qui devient marocain. Et il y a une anecdote que je trouve moi formidable, qui définit parfaitement le bonhomme, c'est que à un certain moment, Moussa, à cette époque-là, il fait des allers-retours au Sénégal, il rencontre sa future femme sénégalaise dont le père ne veut pas. Le père ne veut pas de lui. Parce que c'est un monsieur pieux, il estime que les chanteurs et les joueurs de foot, c'est pas des gens, c'est bien pour sa fille, c'est pas un métier, c'est pas respectable. Il y a une question aussi de caste, en fait. On a découvert ça dans la musique, par exemple. Il y a des catégories de population pour lesquelles c'est très grave. Je parle en tant que Marocain, déjà, c'est pas génial chez nous, mais là, on est dans une autre échelle. Et ce qui va sauver Moussa, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. C'est qu'un jour, son beau-père, enfin celui qui est devenu son beau-père, vient au Maroc, Béchizor. Il devait aller à Fès, effectivement. Donc, il demande à Moussa de le rejoindre. Et en fait, il est fasciné par une chose. C'est la popularité de Moussa. Excellent. Et bien plus encore, donc quand ils sont à Fès et quand ils viennent à Casablanca.
Donc il l'emmène pour aller faire ses courses. Donc à Fès, ils vont dans la vieille ville, Tkhda, où ce qu'il fallait acheter, les babouches. On leur offrait des babouches quand ils reconnaissaient Moussa. Donc le mec était comme un fou. Et quand il vient à Casablanca, ça a été la panacée. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que Moussa était véritablement en fait de son art. Et là, le beau-père de l'aveu de Moussa, donc il était là fasciné. Il dit, on m'a parlé ni de mon premier ministre, ni de mon ambassadeur, ni de personne, mais quand je rencontrais des gens sans Moussa ou avec Moussa et qui savaient qu'il était sénégalais, on demandait invariablement, est-ce que tu connais ces Moussa Ndao? Et donc c'est grâce à ça qu'il a pu avoir la bénédiction du beau-père et qu'il épouse sa femme sénégalaise avec qui il a 2 filles, me semble, et dont une étudie au Maroc. Et ils sont toujours ensemble depuis la nuit des temps. Donc Moussa en fait toute sa carrière au Wydad, marque beaucoup de buts contre le Raja. C'est très très important de le préciser. Encore une fois, étant les années 90. Hein. Voilà. Vous apprécierez la profondeur historique. Donc, heureusement qu'on n'est pas dans ce podcast. Au Wydad, il fait environ 150 matchs ou un peu moins. Il marque un peu moins de... Je vais faire un podcast. Tu vas dire bonjour et au revoir. Je compte sur ton fair play. Et je vais même mal te couper pour qu'on sente que ça a été coupé. Exactement. Donc en fait, il fait environ 150 matchs en 4 ans, toutes compétitions confondues. Il marque 80 buts, donc super ratio aussi. Et c'est là en fait où il va au Hilal Saoudi, où il fait 3 ans, où c'est beaucoup moins drôle pour lui, où il gagne de l'argent. Il gagne beaucoup plus d'argent qu'ici. C'est pas les montants qu'on a maintenant. Par contre, il gagne de l'argent. L'aventure humaine ne prend pas en fait. Non, du tout, parce que déjà il vit très mal le fait d'être séparé des femmes, quoi. Donc c'est un pays, voilà, surtout à l'époque. Oui, et puis séparé de la nuit, c'est quelqu'un qui est un joyeux homme, quoi. Il faut le dire gentiment, bon vivant. Il sortait, c'était une équipe qui sortait beaucoup, mais même tous les footballeurs de l'époque sortaient beaucoup. Et ils ont laissé des traces dans tous les lieux mythiques. Dans les lieux mythiques, et il le faisait sans complexe. Se retrouver du jour au lendemain comme ça au Hilal Saoudi. Pendant 3 ans où il finit meilleur buteur du club, c'est-à-dire qu'il brille littéralement. Il gagne de l'argent. Pas assez de quoi monter un empire, mais bon, il gagne de l'argent. Ensuite, il fait 1 an à l'Ettifaq, second club saoudien où il finit second meilleur buteur après un autre joyeux de riz qui était El Beja. Ah oui. Qu'il faudra. C'est fait. C'est fait par les Aouis. Par les Aouis, superbe. Ensuite, il fait 1 an. Belgologue. Exactement. Ensuite, il fait 1 an à Farennes au Portugal, avant d'aller se finir comme tout bon footballeur qui se respecte au Qatar. Donc 2 ans de Rarafa et une fin de carrière peu glorieuse au Chabeb en 2e division, mais là c'est clairement pour cachetonner. Ensuite, il revient au Maroc, donc, parce que c'est son pays. Il refuse de retourner au Sénégal, où il retourne faire une petite carrière bref séjour d'entraîneur, mais ça, lui, ce qu'il veut, c'est vivre au Maroc. Il retourne vivre au Wydad. Donc il s'installe littéralement au club en prenant les jeunes du club, les espoirs du club, en faisant beaucoup d'intérim avec l'équipe première. Et ensuite, avant de quitter véritablement le club l'an dernier, pour diverses expériences effectivement d'entraîneur, en prenant l'AS Salé, il me semble, où il vit pour une première fois une vraie démonstration de racisme chez nous. Moussa le Marocain, Moussa le Sénégalais, le noir sénégalais marocain, qui a entraîné des excuses officielles de la part du président du club, donc Mendoza. C'était contre le RAC, il entraînait ça, c'était contre le RAC. Et puis voilà, donc maintenant... Moi, je veux bien... Sur cet épisode-là, je retiens effectivement le dérapage manifestement raciste ou des joueurs. Non, de tout. Ça a commencé, je crois, par le public, mais ça. Il y a très peu de public. On est confiné. Ah, c'est pendant le confinement. Ouais. Mais si on veut être positif, en fait, sans être angélique, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de racisme au Maroc, loin de là. Mais je suis en train de dire que la réaction qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, pro Moussa, tout le monde qui s'est solidarisé qui a eu honte. Voilà, on a eu honte collectivement, nous, que des gens, sous prétexte de gagner un match de foot ou j'en sais rien, viennent insulter quelqu'un chez nous. Surtout Moussa. Voilà. Donc il y a ça. Il faut retenir ça. Il faut retenir aussi, parce que moi je l'ai beaucoup vu, qu'aujourd'hui tu sors avec Moussa Ndao, alors on parlait beaucoup du WAC aujourd'hui parce qu'il a joué au WAC, mais je peux te garantir que même les Rajaouis, il adore. Il fait partie de la mémoire collective et il est accueilli à bras ouverts partout. C'était aussi, je l'ai pas dit, mais c'était un joueur qui a été longtemps respectueux. C'est vrai que j'ai pas souvenir moi de la carrière de Moussa au Wydad, où il a été, où même dérapé, même au niveau de Shidden, ce qu'on appelle nous Shidden Felkora, on l'a très très peu vu avec Moussa. Et Dieu sait que une haine est un grand mot, mais disons que le club contre qui il a toujours adoré marquer, Reda le sait, on l'a beaucoup chambré, c'est le Raja. C'est-à-dire qu'il vivait ça passionnément, littéralement, mais sans
Oui. Ouais, vas-y. Non, mais je veux dire, sans dérapage verbal, sans mais... beaucoup de choses qu'on a vues par la suite, et même tout récemment, tu le sais. Mais déjà à l'époque, il n'y a pas où faire de dérapage verbaux, déjà, parce que tu n'as pas de réseaux sociaux. Et on va sûrement pas te donner un micro dans la chaîne officielle pour dire des méchancetés. Oui, mais bon, mais tu sais. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, Moussa, il a eu une vraie histoire d'amour avec le public du WAC. Et donc, il a pris sur ses épaules cette rivalité, parce qu'il savait qu'en s'illustrant dans cette rivalité, c'est ce qui allait lui permettre d'atteindre un état encore supérieur de popularité et d'adhésion au club. Donc il l'a fait donc dans le sens sportif. Moi, je passe des heures avec Moussa, il adore me taquiner, mais je sais que c'est un bonhomme, c'est un vrai sportif. Deuxième chose, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, on a fait un match de foot avec Moussa Ndao, il est en pleine forme. Je peux vous le dire. 62, 63 mais c'est ans. le genre de bonhomme comme ça. Moussa, c'est le genre de bonhomme où il t'appelle, il te dit, tu fais quoi? Tu dis, je suis en train de jouer au foot avec mes amis. Il te dit, j'arrive. Tu sais tu dis attends, je joue très lentement, on fait des passes tranquilles. Et il arrive en short et il joue, il te fait plaisir. Il y a une anecdote que j'ai oubliée par rapport à ça, en short, il se fait plaisir, c'est que quand les Portugais viennent pour signer Hassan Nader à l'époque du Wydad sur les conseils de Beddou Zaki, ils viennent pour superviser Hassan Nader et en fait ils se trompent de numéro. Pour Hassan Nader est très brun, Moussa est black. Et donc, en fait, Moussa porte le 14 et Hassan Nader le 9. Donc, il y a un petit match amical qui se joue au sein de Benjeloun. Et en une mi-temps, Moussa met 2 buts. Les Portugais se lèvent et partent à la mi-temps. Pour eux, ils en ont assez vu. Ils vont venir prendre les joueurs. Sauf que c'est pas lui. C'est pas lui qui devait prendre. Donc, on arrive pour signer. Ils disent, bon, c'est bon, on est content de prendre le numéro 14. Le numéro 9. On lui fait, non, c'est le numéro 9 que vous prenez. Il fait, non, nous, ce qu'on veut, c'est le 14. Et puis voilà, donc en fait, ils prennent le numéro 9 parce qu'il était hors de question de séparer Moussa. Et j'aimerais juste conclure l'histoire par l'anecdote qui fait le plus plaisir à Moussa, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler. Et elle n'est pas sportive. Pour lui, l'anecdote est avant tout, qui ressasse le plus, elle est humaine. Il te disait, moi, ce que j'ai adoré quand je jouais au Wydad, et même par la suite, c'est les femmes que j'ai rencontrées, femmes de supporters, et qui me disaient, à l'époque où il jouait, et même quand il a arrêté, nous adorions que tu sois au Wydad, parce que grâce à toi, on a connu le foot qu'on ne connaissait pas forcément, et surtout, grâce à toi, on avait tout le temps le mari à la maison après le match qui rentrait avec de la viande et des fruits et qui rentrait heureux. Et que par la suite, quand il a quitté, en fait, lui, il adore raconter. Quand tu lui demandes quelle est la chose qui revient le plus, l'anecdote qui te. Ben voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci, en fait. Bon, moi, je milite pour un podcast underground avec Moussa. Mais il a un côté un peu Zlatan dans la façon dont il se raconte. Justement. Il y a ça. Non, moi je voudrais juste rajouter une chose en particulier qui est importante, c'est le rapport du Maroc avec l'Afrique. Le Maroc fait partie de l'Afrique, mais c'était pas très évident dans les années 90, où on n'était pas convaincu que notre place était sur ce continent. Alors où est-ce que tu vas être? J'en sais rien. mais il y avait ce truc-là, tu vois. Par exemple, moi, un souvenir de jeunesse, c'est quand on s'est fait sortir par le Cameroun en Cannes 88, par exemple, on voyait pas du tout qu'ils étaient bons. On voyait que c'était des gens qui étaient brutaux, etc. Bon, Moussa, il a fait descendre ça. Moussa, étant noir, sénégalais, dans un club marocain, je pense que ses exploits ont fait baisser le racisme. J'en suis convaincu. Voilà. La deuxième chose, c'est son style de jeu. C'est un joueur qui a ramené un style qu'on n'avait pas forcément fait le Botola, qui était plutôt un jeu à terre. Moussa, il appelait le bombardier, le canonnier. Voilà. Il tirait, il avait une frappe de balle de malade. Et il te balançait des énormes mines de 20-25 mètres, ce qui était 30 mètres. Et il retournait aussi. Il a beaucoup mis. Mais il y avait le côté un peu physique, un peu spontané. C'était pas une masse physique, hein, Moussa, il est plutôt frêle. Bon, aujourd'hui, c'est épaissi avec l'âge, mais non, l'audace, la spontanéité. Et une belle technique aussi, parce que là, sa frappe, c'est bien sûr. Mais c'est la frappe, c'est la frappe de balle de Moussa, qui était quelque chose qui était vraiment pas usuel chez nous. Voilà, on frappait pas au but de très loin. On frappait pas de très loin, effectivement. Voilà, on frappait pas au but de très loin. On avait plutôt. Il faut dire qu'à l'époque, le Wydad avait 2 joueurs comme ça. Il y avait Moussa et Daoudi aussi, en termes de frappe. Et sur l'Afrique, je pense que c'est super important qu'il ait été autant aimé et qu'il ait ramené justement cette Coupe d'Afrique, parce qu'à un moment, quand tu as ta star qui est noire, tu as du mal à insulter les noirs. Voilà, même le dernier crétin peut comprendre ça. Va se retenir. Et pour moi, c'est un bonhomme qui était important, non seulement dans le foot marocain, mais même dans la société marocaine. Voilà. Je pense que c'est une très bonne. Il y avait des choses à dire. Merci Amine. Je t'en prie, tu valides le côté iconique du bonhomme ou pas? Largement. Moi, je ne sais pas si je suis amenée à valider ou pas, mais en tout cas, je sais que quand il s'agit de foot et que je reconnais le nom, c'est déjà que c'est iconique. Voilà, c'est sorti du foot. Ça, je connais ce nom. C'est sorti du foot. Toujours. Voilà. Et quel est le nom le plus récent que tu connaisses dans le foot? Oula, le plus récent. Le plus récent.
Là, je pense à Malango, mais parce que je pense qu'on est en train de parler de joueurs étrangers. Donc, du coup, mon cerveau a fait cette. Tu peux t'arrêter là, c'est une bonne réponse. Et on enchaîne sur ton icône. Non, mais je pense, tu vois, mon cerveau a fait cette. Reda va me mettre 2 ans pour me convaincre qu'il n'y a pas eu brief avant que je n'arrive. Il pourra jurer ses grands dieux. Et pourtant. Ouais, tu peux. Bah, toi, pas qu'on est dans son sens. Mais je peux t'assurer qu'il va mettre 2 ans à me convaincre qu'il n'y a pas eu brief avant. Telle est la réaction d'Amin Rahmouni. Devant l'évidence, il cherche le complot. Mouna, écoute, c'est à toi. Tu as la difficile mission de passer derrière Amin Rahmouni Mkhcha, donc en transe. Ça va être très difficile. Évoquant ses souvenirs de jeunesse dans son club de cœur. Ça va être très difficile parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire. Mais alors, mon icône du jour est Samira Saïd. Alors, point. Qui en est une? Ashnaoui. Samira Saïd ou Samira Ben Saïd. Alors, son vrai nom, c'est Ben Saïd. Oui, mais son nom. Oui. Mais son nom de star à l'oriental aujourd'hui. Oui, mais elle a commencé ici à Saïd. Voilà, absolument. Qui est son vrai nom, qui est son nom, les Halal Madania. Donc, elle a utilisé son vrai nom au Maroc et quand elle est partie en Égypte, elle a enlevé le Ben. Le Ben. Et elle est devenue Samira Saïd. Absolument. Alors, elle est née 10 ans avant Moussa Ndao, puisqu'elle est née en 58, 10 janvier, à Rabat. Elle est née en même temps que Moussa Ndao. C'est juste que Moussa Ndao. Il n'est pas au courant. Alors, Samira Ben Saïd est née en fait dans une famille qui avait 2 facettes. Donc un papa très conservateur, famille paternelle arbatia très très conservatrice, très religieuse, et famille maternelle Fassia, Benani, très moderne, très ouverte sur les arts, et donc elle a eu cette double éducation. C'est plus du côté de sa maman qu'elle a découvert la musique, qu'elle a appris le piano, qu'elle a eu cette sensibilité parce qu'on la connaît aujourd'hui aussi pour son élégance, pour ce côté très femme sûre d'elle et très une conquérante un peu. Absolument. Et ça c'est le côté de sa maman qu'elle a très vite dû en fait asseoir auprès de la famille de son papa. Et donc, elle a très vite compris qu'il fallait batailler pour avoir droit de chanter, de faire de la musique. Et c'est à 9 ans qu'elle réussit à convaincre son père, à qui elle rend encore hommage aujourd'hui, en disant que qu'elle respecte beaucoup le fait qu'il l'ait laissé faire tout ça, alors que c'était contraire à ses principes, à toute l'éducation qu'il voulait donner à ses enfants. J'en profite juste pour signaler que Redat Loualidine, en fait. Oui. Voilà. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir aller. L'aval. Voilà. Ou alors, soit que ça. Ou parfois, tu peux aller contre, évidemment. Ça existe, il y a des parcours comme ça. Mais qui est un vrai obstacle dans l'avancée vers ta destinée et la réalisation de toi. On l'associe bien sûr au Maroc, aux pays comme le nôtre, mais aux États-Unis, dans les années 50, 60, on trouve ce genre de problème. On va quand même rappeler que toutes les tensions de Marvin Gaye avec son père le jour où il décide d'arrêter de chanter des chansons religieuses pour s'intéresser aux profanes, donc au diable, selon cette vision des choses. Je me demande même si Sam Cooke n'a pas été assassiné plus ou moins à cause de ça. Marvin Gaye. Enfin, Ray Charles a eu des problèmes avec sa famille également. Donc là, on est dans la communauté noire américaine qui apprend la musique dans un contexte religieux, voilà, exactement, qui en sort pour faire de la musique pop ou des chansons d'amour, etc., et qui crée des tensions qui vont aller jusqu'au meurtre. Donc pourquoi je raconte tout ça? Juste pour relativiser, c'est-à-dire c'est pas propre à nous. Il s'est passé des choses comparables, voire plus dramatiques, parce que là c'est une success story, enfin c'est une belle histoire, le papa va accepter, mais il s'est passé des choses comme ça dans des pays qu'on voit aujourd'hui comme étant modernes depuis qu'ils ont été créés. Mais c'est pas du tout le cas. Intéressez-vous même à toutes ces chanteuses noires américaines qui sortent du gospel et qui décident d'aller vendre des disques et comment la famille a accepté ça. Voilà. Donc on revient à Samira Ben Saïd. On revient à Samira Ben Saïd, actuellement Samira Saïd, qui donc se met dans la musique et qui chante et qui prouve très très vite qu'elle est douée, qu'elle est talentueuse. En plus, c'est pas pour gâcher la chose, elle est très jolie, elle a ce charisme et elle débute très vite en fait, puisqu'en 80, elle est l'une des premières à représenter le Maroc en Hollande pour l'Eurovision. Oui. Et c'est là qu'elle va chanter Betaqat Houb et qui va quelque part lui donner d'abord de la visibilité ailleurs et chez nous, mais aussi la faire remarquer par l'autre papa, le papa de la nation, à savoir Hassan II, parce qu'on est dans le déjà le fait qu'on soit à l'Eurovision, qui est une anomalie géographique. C'est vrai. On parlait tout à l'heure qu'on n'était pas africain. Voilà, on est carrément. Qui assoit ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas trop où on est, mais. Je me demande même si ou alors on est partout. Si c'est pas une idée justement de Hassan II. C'est possible. Parce que peut-être ça lui ressemble en tout cas. C'est possible. En tout cas, voilà, en 80, elle y est. Elle ne remporte pas de prix, mais elle remporte le cœur de beaucoup de Marocains. Non, mais elle ne remporte pas de prix aussi parce qu'elle est complètement à l'opposé des critères esthétiques. C'est-à-dire qu'elle
je ne sais pas si elle voulait gagner, j'imagine tout le monde veut gagner, mais vu ce qu'elle a décidé de présenter, c'est une chanson marocaine, quoi. L'Eurovision, c'est plutôt du standard pop occidental, et quand tu es pas formaté comme ça, tu peux plaire, hein, mais tu vas sûrement pas ni gagner, ni être... voilà, donc c'était plus un acte de communication, de visibilité, voilà, que d'aller chercher la coupe, l'analogie sportive, المهم هو المشاركة. Voilà, non, mais de présenter un truc, parce que mais là, tu es en train de montrer un truc qu'ils n'ont jamais vu, voilà, qu'ils n'ont jamais vu, et devant tous les autres qui jouent une sorte qui sont plus ou moins mis d'accord avec au fil du temps pour faire la même pop. Voilà, même souvent, en tout cas récemment, avec le même langage. C'est-à-dire que même les langages locaux ont disparu au profit de l'anglais. Donc elle était ailleurs et elle a fait ça. Enfin, pour nous, elle a crevé l'écran, mais après pour les autres, elle a rien gagné. Exact. Et justement, parlant de crever l'écran, ça signe un peu le début de son pas omniprésence, mais presque de vraiment une présence très appuyée, en tout cas les années 80-90 à la télé. On la voyait tout le temps, notamment tous les samedis. Et puis les clips, c'était le début des clips. Et puis avec, je sais pas si vous vous souvenez, une chanson qui passait en boucle à la radio, Al Ghani Ba'd Yomin. Et voilà, ça fait partie vraiment du paysage audiovisuel marocain. Et ce qui fait d'elle aujourd'hui, enfin ce que je pense, pourquoi je pense que c'est une icône, c'est qu'elle a beaucoup marqué ces années-là, mais que finalement elle n'a jamais disparu, même quand elle est allée ailleurs, parce que c'est vrai qu'assez tôt, elle s'est faite repérer par les plus grands, par Abdel Wahab et plein de gens. Donc elle a très vite eu des compositeurs de renom qui ont écrit pour elle. Elle est partie en Égypte, effectivement, elle a eu une carrière là-bas, mais elle a toujours été présente dans le cœur et dans le paysage musical marocain. Et elle a cette particularité, contrairement à d'autres, et tout ça, d'avoir toujours ce petit côté moderne. Donc déjà, il y a ce côté moderne d'aller faire l'Eurovision, mais après, elle a ce côté moderne de faire des clips pas comme les autres, ce côté moderne de toucher à des styles musicaux qui ne lui ressemblent pas forcément, à tel point qu'on lui a donné aujourd'hui le titre d'Arabian Pop. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, si toi tu sais, dis-moi. Non. Mais voilà, on la qualifie de chanteuse Arabian Pop, qui fait donc de la musique arabe. Heureusement, Khadil n'est pas là. Mais voilà, je mets des non, guillemets. mais est-ce que vous avez en tête dans votre culture générale une femme ou un homme qui s'expatrie, s'exporte, oui. s'exporte, non, qui carrément, qui part aussi, qui part physiquement dans un autre pays, en l'occurrence la capitale, le centre de rayonnement de la musique orientale, la musique nord-africaine ou même arabe, et qui réussit. Je ne crois pas. Hein? Ouais, non, je parle de marocain. Ah, marocain. Voilà, je sais pas si on a... Oui, non, effectivement. Peut-être les nouveaux, la musique contemporaine. C'est ce que j'allais dire, mais à l'époque. Non, du tout. Voilà. Donc la démarche est audacieuse. Et surtout qu'elle a vraiment gardé le cachet marocain, parce qu'à aucun moment elle ne s'est métamorphosée. Au contraire, moi je trouve qu'elle se métamorphose. En gardant un cachet marocain, je trouve qu'elle se métamorphose en se mettant chaque fois au goût du jour. Voilà, je lui reconnais, personnellement, cette dame, quand je la vois et quand je la vois encore maintenant, je lui reconnais une capacité d'adaptation à son environnement, à son époque qui est unique. Complètement. Certaines vont disparaître, peut-être, elles peuvent revenir, mais en gardant le cachet. Ou alors elles vont rester dans leur moule. Elles ont l'impression qu'elles se réinventent tout le temps. Complètement. Tant physiquement qu'au niveau de son look, au niveau de ce qu'elle va chanter, comment elle va se produire, en collant toujours au mieux, parfois avec du succès, peut-être parfois avec un peu moins de succès, à son époque et à son mouvement. Je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que ce côté caméléon, en perpétuelle évolution chaque fois, je trouve qu'il est exceptionnel chez les chanteurs marocains. Et c'est la David Bowie de la musique marocaine. Je ne sais pas si c'est David Bowie, mais en tout cas, j'en connais pas beaucoup, moi. Non, mais c'est vrai. Et puis elle a des moments de métamorphose, justement, comme même physique. Physique, oui. Je me rappelle quand elle a chanté avec Mami, c'était en 2003 à Youm Warayoum. Qui lui a valu d'ailleurs le World Music Award en tant que Best Arabian. Alors dites-moi encore ce que ça veut dire Best Arabian Music. Toujours est-il que voilà, on l'a vu dans un style où on l'aurait pas. 23 ans après non, je dis une bêtise. 80, sa première participation, absolument, ses débuts, et toujours fraîche. On prend cet adjectif comme on veut, mais toujours fraîche. C'est-à-dire, elle est toujours. C'est jamais la vieille qui essaye de faire un truc de jeune. C'est Samira Saïd, qui fait ce qu'elle a envie de faire et qui le fait toujours plutôt bien. Ouais. En 2006, d'ailleurs, elle s'attaque. Perso, j'ai pas écouté cette chanson, vous saurez peut-être mieux. Elle a chanté pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça vous a marqué ? Elle avait écrit un truc en 2006. La Coupe d'Afrique des Nations sort au premier tour après 2 matchs. Donc c'est pas la chanson de Samira Saïd qui te marque. Côte d'Ivoire, c'est bien ça, le penalty de Gregui. Donc on a oublié toute la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas vrai. Voilà. Non, c'est pas une bonne coupe. En tout cas, c'est elle qui a été choisie pour, comme elle était à domicile au Caire, c'est elle qui avait écrit la chanson pour l'hymne pour la Coupe. Sérieusement, je me rappelle très bien en fait. Voilà. Moi, je me connais pas du tout la chanson. Mais le Maroc joue justement contre l'Égypte. Mais elle est tout le temps voilà. Elle est tout le temps là, quoi. Donc quand il y a des duos, elle est donc avec Cheb Mami.
le foot, elle est là. Un peu plus tard, quand tous les regards sont braqués sur les télécrochets et les émissions, à l'époque Star Academy et compagnie, elle est dans le jury d'Yel The Voice Liban, qui lui donne encore une fois une autre facette. Ce que tu dis, ce que je comprends et ce que je respecte, c'est qu'il y a un certain génie quand même de la gestion de carrière. Voilà. Complètement. Qui continue parce qu'il n'y a pas si longtemps, elle a sorti, après on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas très très fan, mais un autre truc encore dans la mouvance actuelle qui s'appelle Superman. Alors c'est très spécial, hein, je vous invite à voir le clip où elle a joué vraiment sur sur Superman, avec les grands moyens. Oui, c'est spécial. Mais Samira Saïd, donc dernier succès Superman en 2019, mais je trouve que ça dit beaucoup sur elle est immortelle. Non, mais surtout ce qui est drôle aussi, c'est qu'à travers les âges, les Marocains, ou bon, je sais pas, après, je vais pas parler des rapports qu'ont avec le reste du public, parce que je connais pas, mais les Marocains ont eu vis-à-vis d'elle des rapports un peu paternalistes. C'était la petite jeune qui débutait. Ensuite, ça a été le fantasme de toute une génération. Ensuite, ça a été la femme mûre qui ne vieillit pas. Enfin, elle a traversé toutes ces étapes. Elle a séduit plusieurs générations. Toujours avec des tubes. C'est-à-dire que là, on a l'impression de parler juste d'une icône, on va dire physique et toujours dans l'air du temps, mais c'est une femme qui a fait des chansons qui ont et puis duré. Qui compose et qui est musicienne avant tout. Quand tu parles d'El Ghani Badiouine, c'est quelque chose qui reste dans notre imaginaire collectif. C'est des tubes immortels, quoi. Et le fait qu'elle soit encore, présente, je trouve ça vraiment, je trouve que ça appuie encore plus ce statut d'icône et puis qu'elle puisse, elle surfe aujourd'hui sur la vague des réseaux sociaux, elle est présente, elle manie donc tout ce qui est. Donc on pourra toujours refaire Samira Saïd dans la saison 16. Je l'espère. En tout cas, voilà, elle est là, elle est présente, elle prépare des Revival. Revival. Je veux pas que ça sonne comme une moquerie, mais c'est un peu le Duncan MacLeod de la musique, voilà, le Highlander de la musique marocaine. Mais je le dis avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup, vous étiez glorieux. Merci à vous. Bye bye. ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نارة ايد وسمعته فكر شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نارة ايد وسمعته فكر شريد وسكت وقلبي شهيد. Produit avec le soutien de la MDJS.